Nous accueillons maintenant Jean-Yves Quilien, Evelyne Rescanière et Léo Matet pour parler de ce service public empêché et de ses conséquences sur l'accès aux droits des personnes accompagnées. Et nous parlerons aussi de l'innovation incroyable au sein de ce secteur, malgré les difficultés traversées actuellement. Monsieur Quilien, vous êtes vice-président délégué du groupe Polyhandicap France. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre parcours ? Oui, bonjour. Donc, je suis vice-président du groupe Polyhandicap France, qui est une association nationale qui a pour objectif de représenter les personnes polyhandicapées auprès des instances nationales. Et le groupe Polyhandicap France fait donc partie du collectif Handicap, qui regroupe 52 associations nationales, qui a pour objectif de défendre le droit des personnes en situation de handicap et de les représenter auprès des instances nationales. Merci. Evelyne Rescanière, bonjour. Vous êtes secrétaire générale CFDT Santé Sociaux. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos responsabilités ? Oui, bien sûr, bonjour. Alors moi je suis donc la secrétaire générale de la CFDT Santé Sociaux. Ça regroupe, on est organisé par champ professionnel. Le champ professionnel Santé Sociaux, la CFDT, regroupe la fonction publique hospitalière, l'associatif, donc tout ce qui est le secteur privé non lucratif, le secteur privé lucratif, donc les cliniques privées, mais aussi tout ce qui est laboratoire extra-hospitalier, pharmacie d'officine, donc un champ très large avec une vision assez globale des problématiques du secteur. Merci. Léo Matet, bonjour. Vous êtes directeur du Repère 75. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur votre parcours ? Donc, je m'appelle Léo Matet, je suis l'un des fondateurs de l'association Repère 75 et du réseau Repère en national. Et Repère, c'est un réseau d'entraide qui s'adresse aux jeunes qui sortent de la protection de l'enfance avec 3 grands objectifs, à la fois rompre l'isolement des jeunes qui quittent les foyers et les familles d'accueil, apporter également une aide précieuse sur l'accès aux droits, on y reviendra tout à l'heure, et enfin pouvoir se mobiliser pour obtenir des droits qui soient plus protecteurs. Donc ça, c'est toute une logique de plaidoyer qui s'est beaucoup renforcée comme GEPSO depuis pas mal d'années maintenant. Merci. Monsieur Quilien, la crise actuelle dont nous venons de parler, de quelle manière elle se traduit sur le terrain ? Le secteur médico-social vit une crise inédite depuis maintenant 2-3 ans, liée effectivement à la situation qui découle du Covid, mais liée aussi à une gestion inadaptée des politiques sociales auprès des professionnels du secteur, des différences qui ont été induites dans l'application du Ségur en particulier, ce qui a induit des tensions sociales très importantes pour les professionnels dans les différentes structures d'accompagnement, et ce qui a induit une très forte démotivation des professionnels qui se sont sentis non reconnus du fait de cette politique salariale incohérente. Mais à vrai dire, cette crise n'est pas nouvelle et elle arrive sur une situation historique qui est très problématique dans les établissements médico-sociaux, puisque depuis longtemps, l'ensemble des personnes accompagnées et les organismes gestionnaires dénoncent un manque de moyens. Donc la crise actuelle n'est que la conséquence d'un manque chronique d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et si effectivement les professionnels sont impactés par ce manque de reconnaissance, au final ce sont les personnes en situation de handicap qui ont besoin de cet accompagnement, qui voient finalement leurs droits et leur citoyenneté, d'une certaine manière, non reconnue. C'est une situation qui aujourd'hui n'est absolument pas résolue pour une raison plus fondamentale, qui est qu'à vrai dire, il n'y a pas de politique publique cohérente dans le champ du handicap. Pour une raison fondamentale, qui est que l'État ou les pouvoirs publics n'a pas une connaissance précise des besoins des personnes en situation de handicap. Pour prendre un exemple que je connais bien au groupe Polyhandicap France, l'État français ne sait pas combien il y a de personnes polyhandicapées en France. Et donc, partant de ce fait, cette lacune
en termes de connaissance des besoins, il est évidemment tout à fait impossible de pouvoir envisager de mener une politique publique cohérente qui réponde aux besoins, puisqu'on ne connaît pas ces besoins. Donc c'est une problématique globale, systémique, dont le fond est un manque de reconnaissance de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Et plus globalement, il y a une perte de lien social, il y a une perte de cohésion sociale qui en découle, dont les personnes en situation de handicap sont les premières victimes, mais aussi les personnes qui les accompagnent, puisque finalement, on ne leur donne pas les moyens de travailler correctement, ce qui fait qu'elles se retrouvent dans des situations qui sont insupportables pour elles. C'est-à-dire quand on ne peut pas accompagner correctement une personne au regard de ses besoins, au regard de ses attentes, pour pouvoir mettre en œuvre son choix de vie, le choix de la personne, ses attentes, bien sûr, c'est une situation de maltraitance à la fois pour la personne en situation de handicap, mais également pour le salarié, et d'où cette démotivation majeure et les difficultés de recrutement que l'on peut avoir. Voilà, c'est certainement la situation sanitaire qui a découlé du Covid a aggravé la situation, mais encore une fois, c'est une situation qui s'enracine dans un manque d'engagement de l'État en faveur et en reconnaissance des besoins réels des personnes en situation de handicap. Cette situation qui est décrite a été, en termes de démotivation des personnels notamment, aggravée peut-être. En tout cas, le Ségur de la santé, auquel vous avez participé en tant que représentante pour la CFDT, négociations auxquelles vous avez participé en tant que représentante CFDT, le Ségur de la santé a permis d'apporter des mesures importantes, mais il a aussi ses limites. Est-ce que vous pouvez à la fois nous parler de ce qui a pu être amélioré et de ce qui aggrave la situation qui vient d'être décrite au niveau des personnels? Oui, alors le Ségur de la santé, il faut peut-être reprendre un peu la genèse de ce Ségur de la santé qui arrive après une crise sanitaire majeure. Et il faut se souvenir des paroles et du président Macron sur un parking, celui de l'hôpital de Mulhouse, et puis par la suite la conférence de presse menée par le ministre de la Santé de l'époque, Olivier Véran. Dans les revalorisations qu'il propose, il ne parle que des soignants, exclusivement que des soignants. Donc nous ne sommes pas surpris, nous, organisations syndicales, d'arriver à la table de négociation du Ségur et d'avoir des propositions qui se centrent essentiellement sur les personnels soignants des hôpitaux et des EHPAD. Cette crise sanitaire nous a permis de mettre le pied dans la porte, donc pas question pour nous sous prétexte qu'il n'y ait pas l'ensemble du secteur concerné, de ne pas participer à ces négociations. Parce qu'on est... les organisations syndicales avancent un peu groupées, on arrive à étendre ce Ségur à l'ensemble des personnels des hôpitaux et des EHPAD. On n'arrive pas à aller plus loin lors du Ségur. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une partie du secteur, on est sur la fonction publique hospitalière, et que, j'ai envie de dire malheureusement, le secteur médico-social hors EHPAD et social de la fonction publique hospitalière est tout petit par rapport à celui de l'associatif et par rapport surtout à celui de la fonction publique territoriale. Mais quand même, on arrive à décrocher dans les dernières heures de négociation une phrase qui va tout changer dans le Ségur, qui dit on se revoit pour le médico-social, enfin le secteur handicap et le secteur social. C'est ce qu'on arrive à faire après beaucoup de temps, de la mobilisation aussi. On a beaucoup mobilisé pour arriver aux accords Lafourcade et pour arriver avant à la conférence des métiers de l'accompagnement et du social et aux accords de Lafourcade du mois de mai. Alors oui, ce qui arrive derrière le Ségur est imparfait. Ça crée des disparités et ça crée des tensions sociales dans les établissements. Mais vous aurez compris que le 18 février, lors de la conférence des métiers du social et de l'accompagnement, on comprend que c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut les conseils départementaux à la table,
il nous faut les élus locaux, il nous faut les chambres patronales de l'associatif, il nous faut l'ensemble des acteurs, des financeurs, il y en a beaucoup, et ils ne sont pas d'accord entre eux. Parce que, oui, ils sont à peu près tous d'accord pour dire qu'il faut les 183 € pour tous, sauf que lorsqu'il faut faire le chèque, alors là, ça commence à se corser. Et là, ils ne sont plus d'accord. Et aujourd'hui, ça a été dit, 4000 agents de la fonction publique hospitalière ne touchent pas le complément de traitement indiciaire. C'est à la portée, c'est à notre portée. Et dans l'associatif, c'est aussi à notre portée, puisqu'on a évalué le coût de cette mesure qui pourrait rentrer dans le cadre de la négociation d'une classification unique de branches et qui coûterait à peu près 320 millions d'euros. Et nous avons 500 millions à notre disposition. Donc tout ça est atteignable. Il y a plein de choses dans l'accord Ségur pour la fonction publique hospitalière, sur la formation, sur la QVT, sur le dialogue professionnel. On a parlé beaucoup de perte de sens au travail, mais dans l'accord Ségur, il y a la mise en place de la réduction de l'emploi précaire aussi, le Ségur 2. Et donc, on a beaucoup de thématiques à creuser encore dans cet accord Ségur. Il n'y a pas que ces 183 €. Et il faut aussi les investir pleinement, y compris les établissements du médico-social et du social. Quand vous parlez du réduire la précarité par rapport à tout ce que vous venez d'expliquer, on n'en prend pas vraiment le chemin avec une hausse du recours à l'intérim, comme ça a été dit tout à l'heure, avec... Alors, on a une perte d'attractivité globale dans le secteur sanitaire, social, médico-social. Les gens ne restent pas. Je pense qu'ils ne restent pas... nous, on a fait une petite enquête sur la raison de fuite du secteur. Les gens ne changent pas, les professionnels ne changent pas d'établissement. Ils fuient le secteur. Ils s'en vont. Ils préfèrent travailler à l'usine en 3-8 pour 400 € de plus, des horaires fixes et des conditions de travail maîtrisées. Aujourd'hui, le secteur ne peut pas offrir ça. Après, il y a la question de la formation. Nous, on n'observe pas une fuite d'étudiants, en tout cas dans le secteur sanitaire. Les écoles d'infirmières sont pleines. On fait le plein de candidats. Le problème, c'est que 3 mois après le début de la formation, on a 30% de la promotion qui s'en va. Pourquoi ? Parce que c'est à peu près le moment du premier stage à l'hôpital et que quand vous avez 19-20 ans et que vous arrivez à l'hôpital dans l'état dans lequel il est aujourd'hui, ben vous avez peur et comment en vouloir à ces professionnels. Nous, on a tendance à penser à la CFDT qu'on n'est pas dans une crise d'attrait du secteur des futurs étudiants. On est plutôt dans une crise de l'exercice professionnel tel qu'il est là. On a un exercice professionnel qui fait peur, dans lequel il y a des responsabilités, dans lequel les salaires ne sont pas attractifs, dans lequel les conditions de travail sont très dures, la pénibilité n'est pas prise en compte, l'articulation vie professionnelle, vie privée n'est pas prise en compte. Et donc, il faut, effectivement, l'enjeu du secteur, c'est de travailler sur ces items-là. Mais il faut faire avancer les chantiers de façon parallèle. Il faut faire avancer le chantier de la rémunération, comme il faut faire avancer le chantier de la qualité de vie au travail ou du dialogue professionnel. Et il faut surtout redonner du pouvoir de décision aux agents, parce qu'il n'y a rien de mieux que ceux qui font le travail, qui puissent parler de leur travail et organiser le travail. Et ça, il n'y a pas besoin de plan national pour le faire. Il n'y a pas besoin de plan national. C'est à la portée de tous les établissements de redonner un peu de pouvoir, de se débarrasser d'un peu de technocratie et de décisions descendantes et de dire, bon, on est en difficulté, c'est quoi les solutions ? Vous l'avez tous dit, les professionnels sont engagés, ils ne demandent que ça, à poursuivre leur engagement. Il faut leur laisser un peu de marge de manœuvre, il faut leur laisser un peu d'action. Il faut pouvoir qu'ils soient acteurs. Merci. Léo Maté, est-ce que vous pouvez nous décrire les conséquences de cette crise actuelle dans le secteur de la protection de l'enfance
et aussi nous expliquer un petit peu comment au quotidien, justement, en tant que directeur d'établissement, en lien avec d'autres directeurs, comment vous faites face à cette crise des vocations ou à cette crise du sens? Ce qu'on voit à Repère, c'est plusieurs choses. C'est d'abord le constat qu'on peut faire que beaucoup d'enfants ne sont pas protégés à temps par le placement, ce qui est quelque chose d'absolument dramatique, puisqu'on a des délais énormes entre le moment où un juge estime qu'un enfant doit être placé parce que son environnement familial ne lui permet pas de vivre normalement. Entre ce moment-là et le moment du placement, il peut s'écouler plusieurs mois, voire parfois plusieurs années, ce qui a des conséquences dramatiques pour ces enfants. Donc avec une problématique importante de place, pas suffisamment de place, pas suffisamment de familles d'accueil et d'éducateurs. On le voit aussi pour la question des mineurs isolés étrangers qui vont rester en fait pendant très longtemps effectivement en attente d'une décision de justice de placement. Donc ça, c'est le premier aspect qui nous paraît essentiel, c'est celui de, entre guillemets, l'inclusivité de la protection de l'enfance. Est-ce que ce système est encore capable de pouvoir répondre aux besoins et ne pas être uniquement dans une logique de moyens et une logique de gestion de la pénurie des places? Le deuxième axe qui nous paraît essentiel dans notre plaidoyer, c'est celui de la considération qu'on donne aux enfants durant le placement. Et là, pour nous, la question à la fois de la crise de sens et de la dévalorisation des métiers du social, elle est centrale, puisque pour élever les enfants, notamment lorsqu'ils sont confiés, on sait bien qu'il faut une stabilité affective et donc une stabilité aussi des équipes et des professionnels. Or, on voit qu'il y a un énorme turnover en protection de l'enfance et dans le secteur social en règle générale. Donc c'est quasiment l'inverse de ce qu'on attend de la protection de l'enfance. La protection de l'enfance, c'est quand même le royaume du temps long, où on prend le temps, où on crée du lien. Et avec effectivement la crise des vocations, c'est des phénomènes complètement contraires en fait, au principe de la protection de l'enfance qui se mettent en place. L'autre aspect, le dernier aspect qui nous paraît essentiel, c'est celui de comment est-ce que les personnes qui ont été placées s'émancipent, s'épanouissent après leur parcours de placement, une fois qu'elles sortent d'institution. Et sur ce plan-là, ce qu'on voit aussi, c'est que le fait que beaucoup de jeunes sortent de la protection de l'enfance et se retrouvent sans solution, avec des situations de grande précarité professionnelle, résidentielle, matérielle, etc., ça crée effectivement des pertes de sens pour les professionnels eux-mêmes, puisqu'ils ont accompagné pendant des années certains enfants, et ils se retrouvent effectivement avec des fins de mesure brutales à 18 ans ou à 21 ans, sans pouvoir continuer à les accompagner. Donc la problématique, on la situe vraiment à ces trois niveaux. L'amont de la protection de l'enfance, comment est-ce qu'on arrive à avoir suffisamment de place et qu'on raisonne davantage en fonction des besoins et pas en fonction des moyens. Deuxième problématique, c'est celle de la considération qu'on donne aux enfants pendant le placement. Et enfin, la dernière, c'est sur l'épanouissement. Qu'est-ce qui se passe après pour les enfants confiés? Et je crois que l'enjeu, c'est vraiment d'actionner ces trois leviers-là pour redonner du sens au travail social et essayer d'enrayer la crise des vocations. Merci. Maintenant, je voudrais vous poser à tous les trois que vous puissiez dire quelques mots sur l'enjeu de la participation comme outil pour favoriser l'accès aux droits des personnes accompagnées, chacun sous votre angle. Alors bien sûr, ça ne résoudra pas tout, mais de quelle manière ça pourrait améliorer un peu les choses? La participation des personnes accompagnées est un sujet absolument central et qui doit devenir l'axe principal de l'accompagnement proposé par l'ensemble du secteur médico-social. Sont d'ailleurs des principes qui sont inscrits noir sur blanc dans la loi. Dans l'exposé des motifs de la loi de 2005 sur le droit et la citoyenneté, l'accès aux droits des personnes en situation de handicap, il est précisé que l'objectif de cette loi est de permettre le libre choix du projet de vie des personnes en situation de handicap, comme pour toute autre personne, comme tout autre citoyen. Dans la Convention de l'ONU, l'article 19 précise que les États doivent permettre le libre choix du projet de vie également, et l'accès à un certain nombre de réponses adaptées aux besoins propres de chacun, aux besoins individuels de chacun, comme un accompagnement par un service ou par un établissement. Donc la question du choix de vie, elle est centrale dans l'accompagnement qui doit être proposé aux personnes en situation de handicap. Et ça ne peut se mettre en œuvre que si on respecte le choix des personnes
à travers des concepts, ce qu'on appelle l'autodétermination, le pouvoir d'agir. Bon, c'est une façon de parler de la même chose et de dire que la responsabilité principale des accompagnants, c'est d'être à l'écoute des choix et de ce qu'expriment les personnes accompagnées. Certaines personnes qui ont des besoins très complexes, qui ont des besoins médicaux, sociaux, éducatifs, pédagogiques importants, ont besoin d'équipes pluridisciplinaires pour les accompagner. Donc la solution, ça n'est pas seulement, comme parfois ça peut être évoqué, de laisser la personne à elle-même dans son accompagnement ou qu'elle soit simplement au domicile avec un service. Ça dépend de la complexité des situations. Mais ce qui est certain, de toute façon, c'est que même si l'ensemble du secteur est dans cette transformation et dans l'attente de cette transformation pour répondre aux attentes des personnes accompagnées, ce qui est absolument certain, c'est que ça nécessite une approche globale, systémique et sociétale. Aujourd'hui, la société, telle qu'elle est, n'est pas en capacité de respecter le libre choix des personnes en situation de handicap. Beaucoup d'écoles ne sont pas accessibles. Il y a un manque majeur d'enseignants spécialisés qui laissent sans scolarité des milliers d'enfants en France. Si les moyens pour accompagner le choix des personnes et pouvoir leur donner les possibilités d'exprimer et de mettre en œuvre leur choix ne leur est pas donné. Mais cela ne se fera que s'il y a une approche systémique globale prise en charge par une politique publique cohérente dans le champ du handicap, avec les moyens nécessaires, ce qui aujourd'hui est très loin d'être le cas. Et que l'on ne voit pas émerger dans les politiques publiques. On parle énormément de citoyenneté, mais aujourd'hui, la citoyenneté des personnes en situation de handicap, elle est niée dans sa réalité, puisque, encore une fois, la plupart du temps, on pourrait reprendre l'exemple de l'école, les moyens ne sont pas donnés pour que les personnes en situation de handicap voient leurs droits respectés de manière effective. Sur la question de la participation des personnes concernées par le placement, il y a beaucoup à faire. La loi de 2002 qui imposait notamment la présence de conseils de la vie sociale dans les institutions n'est pas respectée par l'immense majorité des établissements. Donc ce serait la première chose déjà à faire, appliquer cette loi. Pour le reste, il me semble que la participation, elle est toujours liée à la question des droits. C'est-à-dire que si on n'aborde pas la question de la participation sous l'angle des droits, la connaissance des droits par les personnes concernées et comment est-ce qu'on les rend effectifs, on est dans des choses qui sont très gadgets et avec des risques aussi d'instrumentalisation des enfants et des personnes globalement, pas que dans le secteur de l'enfance, mais des personnes qui sont accompagnées dans les établissements. Donc il y a tout intérêt à ce que la question du respect de leurs droits, de leur connaissance, de la connaissance qu'elles ont elles-mêmes de leurs droits, soit au cœur des dispositifs de participation. Pour ce qui est de la protection de l'enfance, nous on estime que il y a un préalable qui est absolument incontournable, c'est de bien saisir en fait où est la problématique centrale de la protection de l'enfance. Nous, il nous semble que c'est pas tellement une question de droits nouveaux à obtenir, c'est surtout une question de comment est-ce que ces droits, qui sont très nombreux, peuvent être rendus effectifs, puisque les lois sont très bavardes et il y a beaucoup de textes qui s'empilent à longueur d'année. Mais pour autant, en fait, les droits des enfants confiés, à plein d'égards, ne sont pas respectés. Donc pour nous, il faudrait que l'enfant qui est placé soit davantage regardé et considéré comme un sujet de droit et moins comme un objet de prise en charge. Ça nécessite effectivement beaucoup de changements dans les mentalités, déjà, et peut-être se rappeler aussi la définition du travail social qui commence en disant « le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux ». Donc c'est quelque chose qui est très puissant et sur lequel il faudrait effectivement davantage travailler. On peut citer le nombre de droits des enfants placés qui ne sont pas connus ou pas respectés. Par exemple, le droit des enfants placés à écrire à leur juge et être représentés par un avocat. Combien d'enfants confiés savent qu'ils peuvent être représentés par un avocat et savent qu'ils peuvent écrire à un juge? Le droit à l'exécution d'une décision judiciaire de placement, le droit à la scolarisation, c'est plusieurs milliers d'enfants qui ne sont pas scolarisés aujourd'hui en France, la présomption de minorité, l'obligation d'établissement d'un projet pour l'enfant, le droit à recevoir des soins adaptés à sa santé et à ses besoins physiques et mentaux,
le droit à la stabilité de son parcours et à l'adaptation de son statut sur le long terme, le droit au maintien des liens avec sa fratrie, l'entretien préparatoire à la majorité, le droit de solliciter une aide provisoire jeune majeur, peu importe l'avis de son référent, et à exercer un recours en cas de refus. Le droit au maintien de sa prise en charge jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, le droit au pécule à la majorité, le droit à saisir le défenseur des droits. Enfin, on pourrait continuer cette liste qui a été faite par Anne-Solène Taillarda, vice-présidente de Repère, et qui montre bien qu'aujourd'hui, il y a 3 dimensions qui sont défaillantes dans l'accès aux droits des enfants protégés. D'abord, le respect des droits par les institutions et les pouvoirs publics. Ensuite, la connaissance et la mobilisation de ces droits par les professionnels eux-mêmes. Et enfin, la diffusion de ces droits auprès des enfants confiés et la garantie d'un recours effectif. À Repère, ce que nous proposons, c'est par exemple le fait qu'il puisse y avoir des instances indépendantes de contrôle des lieux de placement et que chaque enfant puisse avoir le droit à un avocat de référence tout au long de son parcours. Ce seraient des leviers qui seraient puissants pour rendre les droits effectifs, car pour le moment, ce n'est absolument pas le cas et on ne voit pas en tout cas d'où viendraient les solutions. Peut-être qu'elles pourraient venir effectivement de la mobilisation des institutions de protection de l'enfance, la mobilisation également des premiers concernés, c'est-à-dire des personnes qui ont été placées dans leur enfance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut créer pour les responsables publics et responsables politiques un intérêt à agir dans le sens de la protection des enfants, dans le sens du respect des métiers du secteur social. Pour l'instant, cet intérêt à agir est encore trop faible, mais ce que nous pensons à Repère, c'est que l'agir ensemble, le fait de créer aussi des coalitions, le fait de travailler aussi avec des personnes qui représentent potentiellement d'autres institutions, des intérêts qui ne se recoupent pas toujours parfaitement, il faut arriver à dépasser en tout cas ces murs-là pour se concentrer sur l'essentiel et voir ce que nous pouvons obtenir. En tout cas, nous, on a envie d'y croire à Repère. Merci. La situation qui est décrite est assez terrible. Du point de vue de la CFDT, comment est-ce qu'on pourrait améliorer le respect des droits fondamentaux, on pourrait dire, des personnes accompagnées ? Oui, alors ma réponse va se situer bien sûr du côté des professionnels qui ont quand même toujours à cœur de faire en sorte que les droits des usagers soient respectés, qui en sont souvent empêchés. D'abord, il y a une chose qui est très simple et qui est fondamentale, c'est une politique publique ambitieuse et portée nationalement, effectivement, est appelée de nos voeux. Et je crois que chaque intervenant à cette table l'appellera de ses voeux. Mais il y a aussi une nécessaire coopération entre les différents services qui prennent en charge ces usagers. Parfois, on voit à domicile, sur la prise en charge d'une personne en situation de handicap, une infirmière qui passe tous les matins, qui n'a aucun contact avec un autre intervenant, le kiné. Et donc, ça, c'est des situations les plus simples aux plus complexes entre le secteur judiciaire et le placement des enfants. Et puis, on a... les professionnels se plaignent d'être assommés de tâches administratives quand ils travaillent dans les établissements, d'être assommés par des tâches de reporting. Il faut libérer du temps d'accompagnement et donc il faut accepter de consacrer plus d'argent à prendre en charge, en tout cas à faire en sorte que les droits et les besoins des usagers soient pris en compte. Ça nécessite des moyens humains. On peut le prendre par n'importe quel bout. Aucune machine ne peut faire le travail d'un travailleur social. Il faudra donc des moyens humains et il faudra que nos gouvernants acceptent d'investir dans ces moyens humains et de mettre du personnel au chevet, que ce soit des enfants, des personnes handicapées ou en situation précaire. Merci beaucoup à tous les trois pour ce bilan, cet état des lieux actuel sur le secteur. On va maintenant accueillir les invités suivants pour esquisser justement les investissements nécessaires, souhaitables et nécessaires pour garantir un service public digne et le respect de la citoyenneté des personnes accompagnées demain si possible. Merci beaucoup.